Assiste-t-on à une révolution du bac? Depuis sa création en 1808, le baccalauréat a été réformé à de nombreuses reprises. Il va une fois de plus subir une nouvelle réforme qui changera tout si elle est menée à son terme. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, modifie en tout cas en profondeur le traditionnel diplôme pour un bac tout neuf en 2021. Fini les séries générales ES, L et S. Le bac 2021 version Jean-Michel Blanquer sera un bac dit modulaire. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui va changer? Faut-il vraiment s'en inquiéter? On vous a d'ailleurs demandé hier sur lefigaro.fr si vous approuviez la suppression des filières S, ES et L au baccalauréat. Vous êtes 21% à répondre oui et 79% à répondre non. Voilà le sujet du jour avec nos décrypteurs. Quels sont les objectifs visés par le gouvernement avec cette réforme? Quelques éléments de réponse avec un extrait de ce spot publicitaire réalisé par le ministère de l'Éducation nationale pour expliquer justement. Regardez. Cette réforme doit faire du baccalauréat un véritable tremplin vers la réussite pour tous les élèves. Les aider à construire un projet d'avenir selon leurs talents et leurs aspirations. Mieux répartir l'évaluation et valoriser les efforts des élèves dans la durée. Moderniser et simplifier cet examen. En résumé, le baccalauréat 2021, c'est plus d'accompagnement, plus d'égalité et plus de réussite. Bonjour Marie-Estelle Pêche. Bonjour. Vous êtes journaliste au service Société du Figaro, spécialisée sur les questions d'éducation. Alors là, justement, on est dans un grand chantier de l'éducation nationale. Jean-Michel Blanquer veut réformer le bac, veut lancer cette grande réforme. Encore une, me direz-vous. Alors, est-ce que cette fois, c'est la bonne, Marie-Estelle? Il faut l'espérer. L'objectif de cette réforme, c'est, selon ce qu'annonce à plusieurs reprises le ministre, c'est de donner plus de liberté de choix aux lycéens. Et au lieu d'être canalisé dans 3 filières principales, en ce qui concerne la filière générale, la filière littéraire, L, S scientifique, ES économique, on n'a plus de filière du tout. Et on a une centaine de possibilités de triplettes, c'est-à-dire les élèves devront choisir 3 disciplines différentes qui devront combiner entre elles et ils vont créer chacun leur propre parcours. Donc on a énormément de possibilités, beaucoup plus qu'avant. Alors avant de rentrer donc dans le détail de cette réforme, de ce que ça implique pour les lycéens, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel était le constat de départ qui a poussé Jean-Michel Blanquer à dire cette fois il faut y aller, il faut tout changer? Qu'est-ce qui n'allait pas pour le changer à ce point? Alors, il y a un constat, c'est que ces filières actuelles, elles sont très rigides. Et puis, la filière la plus choisie par les lycéens en filière générale, c'est la filière S, la filière scientifique, qui en fait est choisie par beaucoup d'élèves, pas du tout pour des raisons scientifiques, mais parce qu'ils considèrent que c'est la filière la plus ouverte. Parce que c'est la filière qui va permettre d'accéder au plus d'accéder à un éventail de filières dans l'enseignement supérieur maximal, que ce soit les classes préparatoires, les universités, scientifiques, littéraires. Donc on a des littéraires dans la voie scientifique, on a des gens qui veulent faire Sciences Po, on a des gens qui veulent faire médecine. C'est un bric-à-brac assez incroyable. Et d'ailleurs, les professeurs de classes préparatoires scientifiques se plaignent très régulièrement et disent on a des élèves qui ne sont plus suffisamment scientifiques. Donc l'idée, c'est d'avoir des gens, des lycéens qui veulent s'orienter vers une filière scientifique, qui fassent des études au lycée très scientifiques, beaucoup plus axées sur les maths, la physique, la chimie, éventuellement la biologie, l'informatique, des élèves plus littéraires qui, eux, ressembleraient davantage à la filière littéraire, et puis surtout de créer peut-être de nouvelles orientations. Par exemple, quelqu'un qui voudrait faire architecture pourrait, on peut imaginer, choisir la spécialité art combinée avec la spécialité mathématique, et pas être uniquement dans la filière scientifique, faire des SVT, c'est-à-dire sciences et vie de la Terre, ou de la physique-chimie, dont il n'aura finalement peut-être pas tant besoin que ça dans sa filière. Ça suppose quand même qu'il faut déjà, à l'âge de 15 ans, puisque donc les choix se posent dès la seconde, être déjà sûr qu'on va être architecte. Ça suppose quand même un choix très très précoce. C'est une des critiques qui revient beaucoup. Là, j'étais dans un lycée l'autre jour, dans Paris, les professeurs, tous, c'était un lycée catholique, me disaient tous, enfin quand même, moi à 15 ans, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. J'avais aucune idée. Et c'est vrai que ces filières L, ES,
Et elle était finalement assez rassurante pour les familles. On est dans une sorte de couloir. Dans une base. On a une base. Commune, là ça ça ouvre le champ des possibilités. Donc c'est plutôt séduisant pour ceux qui savent ce qu'ils vont faire. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils vont faire, il faut être assez stratégique, ne pas trop se fermer de portes, etc. Et ce n'est pas forcément si simple pour les gens qui ne sont pas habitués à ce système de l'éducation nationale qui est très complexe. On va continuer à analyser donc en détail et sur le fond cette réforme. Juste une autre remarque qui a servi, qu'a constaté Jean-Michel Blanquer et qui l'a poussé à plancher sur la question, c'est que 90% des élèves aujourd'hui obtiennent le bac, mais seulement 61% échouent à obtenir, c'est beaucoup, 61% échouent à obtenir une licence dans les 3 années qui suivent. Alors c'est effectivement l'autre raison de cette réforme, c'est le constat de l'échec dans l'enseignement supérieur qui reste très important. Et c'est surtout qu'on a eu quand même une grosse réforme dans l'enseignement supérieur récemment qui s'appelle Parcoursup, où les universités ont davantage quand même de possibilités de trier entre guillemets les lycéens au sein des filières. Et donc il s'agit avec cette réforme du bac et du lycée de mieux articuler le lycée avec l'enseignement supérieur, avec l'université, les classes préparatoires, etc. Alors déjà, du coup, en première, expliquez-nous en détail, donc on peut rentrer un peu dans le vif du sujet, ce qui va changer. En première, qu'est-ce qui change pour les élèves de première ? Alors, ça va commencer surtout en seconde. C'est-à-dire qu'au cours de l'année de seconde, dès le mois de janvier-février, d'ailleurs ça commence cette année, là, tout de suite, les élèves de seconde vont devoir dire quelle spécialité ils vont choisir l'année prochaine. Donc aujourd'hui, on a un tronc commun, français, français, histoire-géographie, enseignement moral et civique, etc. Et puis on a par ailleurs une douzaine de spécialités, 4 heures chacune par semaine. Et il va falloir qu'ils choisissent 3 spécialités parmi cette douzaine de spécialités. Voilà. Ça, c'est pour la première. Donc, en première, ils ont 3 spécialités. D'accord. C'est une part vraiment importante de leur parcours. Et arrivé en première, à la fin de la première, deuxième semestre, ils vont devoir choisir parmi ces 3 spécialités, ils vont devoir en laisser tomber une. Donc ils vont devoir encore plus se spécialiser dans un parcours peut-être plus scientifique, s'ils veulent faire médecine par exemple, et qu'ils ont fait en première. Ils suivent les cours pendant l'année, mais ils ne passent pas l'épreuve sur cette spécialité. C'est-à-dire que ils vont avoir en première des épreuves de contrôle continu. À la fin de la première, ils choisissent de laisser tomber une. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, celui qui veut faire médecine, l'élève qui veut faire médecine. Est-ce il va pas peut-être choisir en fin de seconde de choisir mathématiques, sciences des vies et vie de la Terre et physique-chimie en première. En fin de première, il va falloir qu'il enlève une de ces 3. Alors selon ce que diront les facs de médecine, on ne sait pas encore. Et sera-t-il plus opportun pour lui d'arrêter d'étudier les mathématiques, sciences et vie de la Terre ou physique-chimie ? On ne sait pas encore. Ce sera, voilà. C'est là où l'inquiétude des lycéens et de leurs parents, parce que là, on a les parents qui demandent des rendez-vous auprès des professeurs principaux, ceux qui sont chargés de conseiller pour l'orientation future des élèves. Et ils disent, mais que faut-il choisir ? Si mon fils veut faire telle prépa, est-ce qu'il est plus opportun qu'il choisisse telle ou telle spécialité ? Avant, il allait en S, par exemple, s'il était scientifique. Maintenant, il y a il peut faire informatique, il peut faire sciences de l'ingénieur. Voilà, on ne sait pas exactement. Un petit peu plus complexe. C'est encore assez trouble dans la tête et des proviseurs, et des professeurs, et des parents. Alors, je salue au passage Sandrine, Nathalie et Janine qui sont avec nous sur le chat du Figaro. On va répondre évidemment à leurs remarques, à leurs questions tout au long de cette émission. Merci Marie-Estelle pour toutes ces précisions. Je voudrais qu'on écoute les propos du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui dit que cette réforme est nécessaire, elle est même bénéfique pour la société française tout entière. On a bien compris que c'était complexe, mais sur le fond, c'est ce qu'il expliquait lors de la présentation officielle de la réforme du bac devant la presse. C'était en février dernier. On fait quelque chose qui décongestionne non seulement la classe de terminale, mais en réalité le lycée et, si j'ose dire, la société française. Parce que même la vie des entreprises, quand on pense aux parents d'élèves, est touchée par notre baccalauréat national aujourd'hui. Nous ne voulons plus paralyser le mois de juin et même une partie du mois de mai par le baccalauréat. Et ça, c'est une vertu, même une vertu sociale et économique de ce qui va se passer. Bonjour François Jubert. Bonjour. Vous êtes directeur du lycée Stanislas à Paris. Merci d'être avec nous. Alors en quelques mots, que vous inspire à vous ce nouveau modèle du baccalauréat qui est proposé par le gouvernement ? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il va, pour reprendre les propos du ministre, décongestionner le lycée et même la société française tout entière ?
Je partage beaucoup d'objectifs de cette nouvelle réforme, et notamment la première, celle de mieux préparer les lycéens à l'entrée dans le supérieur. Voilà, je suis effaré lorsque des statistiques sortent tous les ans et qu'on entend le nombre incalculable d'élèves qui échouent. Je pense que l'exemple le plus criant est notamment sur la question de la médecine. 93% des élèves qui ne passent pas en deuxième année, c'est absolument scandaleux. Le fait qu'on entende que beaucoup d'amphithéâtres soient déjà vides aux vacances de la Toussaint, ça montre bien qu'il y a eu un raté. Voilà. Alors que de l'autre côté, ils ont eu brillamment leur bac 6 mois plus tôt, avec en général de très belles mentions. Et pourtant, ce qu'on nous renvoie, c'est que le lycée ne les a pas suffisamment préparés à cette marche. Vous voulez dire que c'est un problème d'orientation ou c'est un problème de rigueur, Alors peut-être qu'ils n'ont pas été suffisamment accompagnés justement dans leur discernement, dans l'affinage justement de ce parcours d'entrée dans le supérieur. Oui. Donc il y avait cette démonétisation notoire du baccalauréat qui, selon vous, du coup, fait que cette réforme était vraiment indispensable. Oui, je pense, et je pense que notamment un des gros enjeux de cette mise à plat, c'est aussi pour une fois de penser cette réforme en faisant appel à tous les acteurs, et peut-être même en partant du haut. Donc de fait, c'est une grosse attente, c'est justement que l'enseignement supérieur se positionne davantage sur cette réforme pour que derrière, justement, le baccalauréat soit plus cohérent et serve d'ailleurs de marqueur et soit même davantage pris en compte pour accompagner l'entrée dans le supérieur. Et ensuite, j'ai envie de dire par effet domino, on se pose la question justement de cet approfondissement et en terminale et en première, et que du coup, dès la seconde, les enjeux de ces années à venir soient déjà bien assimilés. Vous, par exemple, vous avez été consulté pour mener avec le ministre, en tout cas l'équipe qui a travaillé dessus, cette réflexion sur cette réforme ? Alors, le ministre avait confié justement cette grande synthèse à M. Mathiot, et M. Mathiot justement a envoyé des perches à différents niveaux, a consulté aussi énormément d'équipes d'enseignants, des parents d'élèves, etc. Nous avons été sollicités sur les différentes propositions qui commençaient à un peu fuiter dans un premier temps, et nous avons pu donner notre avis. Alors moi j'avais fait un peu une task force avec notamment mes éducateurs, avec certains enseignants, pour donner un peu nous les enjeux que l'on voyait. Nous avions insisté sur un point de vigilance sur la question du contrôle continu, par exemple, qu'on ne devienne pas finalement un baccalauréat établissement, mais qu'on garde justement à côté d'un baccalauréat avec une vraie connotation nationale. Il y avait un deuxième enjeu qu'on avait aussi essayé de mettre en avant, c'était la question de la dissertation, de la rédaction, et finalement que ça fasse partie des fondamentaux du baccalauréat, que la réflexion des élèves soit vraiment au cœur du dispositif, et les premières moutures du Conseil supérieur des programmes montrent bien que c'est des éléments qui ont été pris en compte. Vous avez été entendu sur ces questions-là ? Je pense. A priori. Les établissements devraient être en mesure de publier la liste de leurs spécialités, les fameuses spécialités, d'ici fin janvier. Ça y est, vous vous êtes fixé. Vous planchez encore activement sur la question. Est-ce que vous êtes au point là-dessus ? Nous avons été sollicités de fait par l'enseignement catholique. Nous avons été sollicités aussi par le rectorat. Donc nous sommes positionnés sur donc il y a 12 spécialités qui sont proposées aux élèves de première. Alors même le rectorat a même formulé de manière assez claire une double lecture, en rappelant bien que sur ces 12, il y en avait 7 qu'on pouvait appeler classiques, qui correspondaient vraiment aux enseignements un peu privilégiés par l'enseignement supérieur, et puis 5 qui étaient entre guillemets rares, mais qui étaient aussi intéressantes à envisager. Donc nous sommes positionnés clairement sur les 7 classiques, et nous envisageons aussi de proposer des spécialités plus rares. Alors nous sommes un lycée d'enseignement général en plein cœur de Paris, donc nous ne pouvons pas proposer l'écologie et la spécialité écologie telle qu'elle est proposée. C'est une spécialité qui est notamment pour les lycées d'enseignement agricole. Mais nous réfléchissons par exemple à la littérature et langue et culture de l'Antiquité. Là, ça sera peut-être finalement le flux d'élèves qui nous permettra de l'ouvrir ou non.
Donc voilà, il y a encore des petits ajustements qui sont encore en attente. Oui. Alors, vos élèves de seconde cette année, justement, ils vont devoir rapidement choisir ces fameuses spécialités. Comment ils réagissent, ces premiers cobayes un peu de la réforme? Alors pour moi, ça n'est pas une révolution, ce choix qu'on leur demande en cours de seconde, puisque finalement, ils avaient déjà cette première interrogation à assumer lorsqu'en amont du conseil de classe du deuxième trimestre, on leur demandait, à travers une fiche navette, de se positionner pour une filière. Et donc voilà, on reste un petit peu dans un calendrier similaire. Donc il y a bien sûr le temps de l'information, puis ensuite il y aura bien sûr le temps de l'accompagnement. Et ça, je pense que c'est un des gros enjeux de cette réforme, c'est que ça renforce justement le côté de l'accompagnement de l'élève, et je trouve ça absolument passionnant. Ça remet au cœur du jeu les enseignants, et notamment les professeurs principaux, mais aussi tous les personnels d'éducation qui sont très investis au quotidien. Et qui vont avoir justement à accompagner cette patte humaine qui nous est confiée. Donc ils ne sont pas particulièrement inquiets, ils savent qu'ils vont être correctement accompagnés, en tout cas. Je pense, maintenant il y a toujours un petit peu d'inquiétude lorsqu'il y a de la nouveauté, mais en tout cas je pense qu'il y a un peu de savoir-faire parmi ces corps enseignants et d'éducateurs. Oui. Alors, vous dirigez un lycée parisien à la réputation d'excellence. Oui. Le système de notation est assez sévère chez vous pour tenir cette exigence, mais d'autres lycées plus reculés, peut-être moins prestigieux, distribuent plus volontiers des bonnes notes, peut-être plus facilement. C'est une des critiques, en tout cas, qu'on peut émettre régulièrement sur cette réforme, parce qu'il y a la crainte que ça crée justement des inégalités. Est-ce que vous, par exemple, vous allez devoir ajuster votre système de notation pour vous adapter à ce nouveau système? Alors, sur ce nouveau baccalauréat, il y aura 40% de contrôle continu. Et donc, la question du contrôle continu, justement, pose la question, c'est est-ce qu'il n'y aura pas justement une notation différente d'un établissement à un autre? Et le ministère, dans la structure de ce nouveau bac, finalement, a distingué deux choses. 10% de notation établissement et 30% de contrôle continu sur des sujets nationaux et sur des barèmes nationaux. Donc finalement, les établissements iront chercher sur une banque d'épreuves des sujets et ainsi que des barèmes. Donc finalement, ça ne sera pas nos professeurs qui vont créer le sujet et qui vont derrière corriger. On va leur donner finalement un cahier des charges assez précis. Donc moi, je suis plutôt rassuré par cette initiative, qui existait déjà d'ailleurs avec le bac actuel. On avait par exemple cet exemple-là, par exemple avec les épreuves de CE, les entraînements de TP en physique et en SVT, où les enseignants de physique et de SVT récupéraient finalement ces TP et un barème de notation assez guidé. Donc moi, de ce point de vue-là, sur les 30% de contrôle continu nationaux, je n'ai pas d'inquiétude. Maintenant, malgré le fait que ça va donc les notations seront assurées par les professeurs. Alors non, ils ne seront pas assurés par. Alors il y aura certes un anonymat des copies, c'est un des éléments indispensables du baccalauréat, et il y aura aussi un brassage dans le sens que ce n'est pas le professeur de l'élève qui corrige. Très bien, avec le système des spécialités, est-ce que selon vous, on va singulariser, individualiser, on va dire, ce bac, ou est-ce qu'on va le rendre plus juste, plus égalitaire, parce que plus proche des compétences de chacun? En quelques mots. Je pense que les élèves vont devoir faire des choix, et je pense que des choix imposent de certains renoncements, mais en même temps, ça les conforte dans leur projet. Et moi, je trouve que c'est absolument indispensable. Je pense qu'il faut sortir de cette fameuse phrase qu'on entend à longueur de journée par certains parents qui nous disent je le mets dans telle filière parce que c'est la meilleure manière qu'il se maintienne toutes les portes ouvertes. Oui, mais si finalement on est dans cette filière alors que ça ne correspond pas du tout à nos qualités et à nos projets, je pense que c'est une véritable erreur. Et là, je pense que ce nouveau bac va renforcer cette entrée finalement dans un choix clair et assumé. Voilà. En tout cas, ça va dans le sens de ce qu'on va écouter dans quelques instants, à nouveau de Jean-Michel Blanquer, qui était venu sur le plateau d'audition publique sur Figaro Live. C'était le 12 novembre dernier. Il explique que cette réforme était indispensable et attendue depuis des années. Le vrai grand changement, c'est la rentrée prochaine en 2019, qui est préparée, bien entendu, et qui est surtout un souffle nouveau fantastique pour le lycée français. Ne dépeignons pas en gris quelque chose qui est absolument formidable, qui était attendu depuis des années par toute une série d'acteurs. Si je dois résumer la réforme du baccalauréat, je dirais en une phrase, c'est ce qui permet, en préparant le baccalauréat, de préparer ce qu'il y a derrière le baccalauréat. C'est l'inverse du bachotage. C'est au lieu de faire quelque chose d'un peu artificiel, on fait quelque chose qui prépare des compétences dont on va avoir besoin dans la vie.
Bonjour Samuel Sivy. Bonjour. Vous êtes porte-parole de la PEP. La PEP, c'est donc la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette réforme, de ce nouveau bac qui est prévu pour 2021 ? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il prépare, comme on vient de l'entendre, les compétences dont les jeunes vont avoir besoin dans leur vie future ? En fait, le grand objectif, c'était qu'on ait une orientation faite sur les goûts, sur les talents et sur les forces des élèves, et plus une orientation par défaut, en pensant à une certaine hiérarchie entre les filières. Donc pour ça, on avait soutenu cette réforme, on la soutient toujours, et on avait consulté nos familles qui étaient plutôt pour aller dans ce sens-là. On avait depuis des années des hiérarchies, les littéraires, les scientifiques, les économistes, et donc l'objectif, c'était vraiment de casser ça, et je pense qu'on était obligé de passer par quelque chose de plus modulaire pour casser cette hiérarchie et d'enlever cette rigidité dans notre système. En plus, on avait la deuxième chose, c'est qu'on avait ce taux d'échec énorme dans l'enseignement supérieur. Il fallait essayer de combler le fossé qui existe entre le lycée et l'enseignement supérieur. Donc on pense que cette réforme va dans le bon sens. Maintenant, la complexité, c'est la mise en place, et ce sont les premières générations qui passent. Donc là, c'est vrai qu'on a une grosse inquiétude du côté des familles et du côté des enfants. Quelles inquiétudes, par exemple ? Qu'est-ce qui vous inquiète particulièrement ? Alors déjà, du côté des enfants, c'est de ne pas avoir vraiment la carte des spécialités encore, alors que les conseils de classe se déroulent en ce moment. Donc là, c'est difficile parce que les jeunes aiment pouvoir se projeter en disant « oui, je sais que j'aurai cette spécialité là ou non ». Alors même si on sait bien que ça ne va pas être une révolution, puisque les professeurs étant là, les spécialités qui existaient dans les établissements devraient être maintenues. Mais il y a quand même la difficulté de s'orienter quand même un peu dans le flou. Ensuite, il y a ce sont les délais là que vous il y a le fait oui, la question est que comme on n'a pas la carte des spécialités, on s'oriente un peu, enfin les enfants doivent faire des choix sans savoir réellement s'ils pourront rester dans leur établissement. Ensuite, il y a quand même la question des attendus du supérieur, c'est-à-dire qu'ils vont faire des choix là, et pour l'instant, ça a été dit par Mme Puech, on n'a pas encore les attendus du supérieur qui ont été ajustés à ces spécialités. Il y a certains types de prépas, par exemple les prépas économiques, on ne sait pas s'il faudra faire économie tout de suite ou garder plutôt forcer sur les mathématiques, qu'est-ce qu'on abandonnera ensuite. Ça, c'est une complexité. Pareil pour les prépas veto, par exemple les CPST, est-ce qu'il faudra insister sur les maths ou plutôt rester sur la SVT ou la physique. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça, et c'est pareil pour une grande partie des formations universitaires, et ça, c'est quand même un grand stress. Autre chose, on a eu des programmes qui sont changés, il y a eu des projets qui ont été publiés il y a quelques semaines, ils ne seront pas validés avant la fin du mois de décembre. Donc il y a aussi là, dans les conseils qu'on peut donner aux jeunes, un certain flou. Alors les programmes ont l'air très exigeants, c'est ce qu'on appelait de nos voeux, avoir quelque chose qui prépare mieux les jeunes à la suite. Mais il faut aussi penser à ce qu'on ne recrée pas un fossé entre le collège et le lycée, en comblant le fossé entre le lycée et le supérieur. Donc là, il y a une certaine inquiétude, même si, de toute façon, le statu quo n'était pas envisageable. Donc là, vous parlez surtout de l'inquiétude des élèves. Quelles sont les inquiétudes des parents ? Parce qu'il va y avoir cette notion, en effet, d'accompagnement qui incombe aux parents, aux enseignants également, mais aux parents. Qui sont les plus inquiets ? Ce sont les parents ou les élèves dans cette C'est histoire ? probablement les parents, comme toujours. On est parents, donc on est inquiets, c'est normal. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y avait tout le monde connaissait le système des filières qui était très confortable, dans le sens où, en fait, on n'avait pas vraiment à choisir. Là, on se doit d'accompagner nos enfants et essayer de leur faire prendre les bonnes décisions, qu'ils choisissent sur leur talent, sur leur goût et sur ce qu'ils veulent vraiment faire, plutôt que d'aller par défaut dans la filière où on les affecte. Là, on a vraiment tous une responsabilité pour réfléchir avec nos enfants pour choisir le mieux possible. En revanche, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faudra qu'on ait une vraie égalité territoriale dans l'offre de ces spécialités. Ça, c'est une de vos craintes importantes. L'inégalité territoriale déjà été relative, puisqu'on avait certaines spécialités de bac qui n'étaient pas offertes partout, c'est vrai, mais ce qu'il faut, c'est avoir l'offre la plus égalitaire partout. Et ça, c'est une vraie responsabilité des rectorats d'offrir sur les bassins l'offre à peu près complète de spécialités. Parce que l'idée, en effet, c'est de combattre ces inégalités qui existaient aujourd'hui. Et avec ce système, peut-être que voilà, on va pouvoir y arriver. Après, il y a la complexité aussi, c'est d'ouvrir des spécialités. Il faut qu'il y ait suffisamment d'élèves aussi intéressés. Donc, il y a tout ce travail à faire. On ne doit pas simplement parler, disons, de rationalisation entre les établissements. Il faut aussi parler de confort de l'enfant, de la possibilité à chacun de suivre le parcours qu'il le souhaite, et ensuite de bien travailler la liaison, on appelle ça Bac-3, Bac+3, entre le lycée et le supérieur, pour qu'on arrive à une vraie amélioration de la situation. On pense réellement que ce projet
doit nous faire avancer vers une meilleure situation et une meilleure orientation de nos jeunes, mais il faut que les informations arrivent vite et que les jeunes soient bien accompagnés. Est-ce que vous redoutez par exemple aussi la fin de l'anonymat ? La fin, pas tout à fait, il faut être plus subtil, on vient de l'entendre, mais la fin de l'objectivité en tout cas de cet examen avec cette augmentation du contrôle continu qui fait que les pistes seront un petit peu plus difficiles à uniformiser, à brouiller de façon anonyme. Alors, déjà, ce qui se passait jusqu'ici, c'est que ce qui comptait, ce n'était pas le baccalauréat, c'était Parcoursup ou APB. Oui. APB était totalement basé sur l'établissement d'origine. Donc là, je dirais, c'est qu'on sort de cette absurdité qui faisait que le baccalauréat n'avait d'intérêt que pour les élèves qui choisissaient de partir à l'étranger. En fait, le jour où le bac était obtenu, les enfants oubliaient totalement le résultat puisqu'ils n'avaient aucun intérêt pour l'orientation. Avec ce nouveau baccalauréat, les résultats d'une grande partie des épreuves et surtout les résultats des spécialités devront intervenir dans l'orientation. Ça, c'est une vraie revalorisation du diplôme et une vraie force, je pense, de la réforme et on appelait tous de nos voeux de remettre le baccalauréat qui a le titre de premier diplôme universitaire, le remettre réellement dans cette position. Alors, qu'est-ce qu'en pensent les enseignants eux-mêmes, largement chamboulés, quasiment en première ligne sur cette réforme ? Je vous propose qu'on écoute l'avis de Caroline Chevet. Elle enseigne la philosophie au lycée Saint-Exupéry à Marseille. Écoutez. La réforme du bac, elle introduit une part importante, puisque c'est les 3/4 des disciplines, d'épreuves en contrôle continu. Ce qui veut dire des épreuves passées dans l'établissement, organisées par l'établissement, corrigées par les profs de l'établissement. Et donc le poids de la réputation de l'établissement ensuite pour apprécier la valeur de ce baccalauréat sera évidemment très important. Pour nous, ça accroît les inégalités de manière massive puisque entre un établissement de centre-ville réputé et un établissement par exemple des quartiers nord de Marseille, évidemment le bac n'aura pas la même valeur. Voilà, c'était donc Caroline Chevet. On se retrouve pour la deuxième partie de cette émission, tous autour de la table, en accueillant Jérémy Pontieux. Bonjour Jérémy. Bonjour. Vous venez relayer donc les questions des internautes sur cette question du baccalauréat. Est-ce que, en quelques mots, les uns les autres, vous partagez cette crainte que le bac n'aura plus la même valeur avec cette réforme, comme vient de le dire Caroline ? Le bac, il n'a de toute façon pas la même valeur d'un lycée à l'autre. Quelqu'un qui vient du lycée Stanislas à Paris, qui est un lycée d'élite, a de très fortes chances d'intégrer Polytechnique s'il va ensuite en maths sup, d'intégrer de très grandes écoles, de faire des études assez prestigieuses. C'est loin d'être le cas dans l'ensemble des lycées de France. Et c'est vrai que, notamment les classes préparatoires, depuis très longtemps, regardent l'origine du lycée. Et tous les lycées ne sont pas perçus de la même façon. Ils ont des réputations d'excellence, de résultats qui sont... Il suffit de regarder les mentions très bien, par exemple, et bien au bac. Elles peuvent varier de 70% dans un lycée de centre-ville à Paris à 20% dans un lycée de ville moyenne ailleurs en France. Donc cette inégalité, entre guillemets, elle existait déjà. La question, c'est est-ce qu'elle va être renforcée ou elle va être diminuée par cette réforme ? Moi, je ne suis pas sûre que forcément que ça changera grand-chose d'un point de vue de l'égalité des territoires. Tout va dépendre en fait des rectorats. Est-ce qu'ils vont donner plus de spécialités ou pas à tel petit lycée de province qui déjà n'avait pas tellement avait finalement une petite filière L, filière S, filière ES. Est-ce que la filière L va disparaître ? Est-ce qu'il y aura moins de choix par exemple pour les littéraires ? Bon, c'est toute la question. Là, cette professeure qu'on vient d'entendre, qui est professeure de philosophie, elle incarne très bien les inquiétudes des enseignants parce que la philosophie notamment et les sciences et vie de la Terre sont deux disciplines qui craignent de perdre des postes à cause de cette réforme. Pourtant, elle est maintenue, la philosophie, quoi qu'il arrive. Elle est maintenue dans le tronc... Sur le papier. Elle est maintenue dans le tronc commun, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a 4 heures de philosophie pour tout le monde en terminale. En revanche, la spécialité philo, qui représente quasiment 10 heures en fait, par semaine. Donc les élèves qui choisiront, par exemple, lors de l'ancienne filière L, je parle sous votre gouverne, mais c'était 8 heures, je crois, c'est ça, par semaine ? Oui. 8 heures. Oui. Là, maintenant, on va jusqu'à 10 heures de philo. Donc les élèves qui choisissent de faire 10 heures de philo en terminale, bon, c'est une démarche assez singulière. Et donc les professeurs de philosophie ont peur d'être victimes de ça, d'être peur de la crainte des élèves de choisir cette filière, de choisir cette spécialité, philosophie. Pour les SVT, c'est pareil. Aujourd'hui, en terminale, vous faites, quand vous êtes en filière S, scientifique, mathématiques, physique, chimie et SVT.
demain, il faudra choisir. Vous serez obligé de laisser tomber l'une de ces deux disciplines. François Jubert, est-ce que vous pouvez répondre là-dessus? Moi, je partage ce que vous venez de dire sur les inquiétudes de certains corps d'enseignants. De fait, moi-même étant professeur de SVT, je sais que du côté de certaines matières, il y a des craintes. Je pense qu'il y a certaines disciplines aussi qui sortent renforcées de cette réforme. Je pense notamment à l'histoire-géographie, qui se retrouve un peu au cœur en étant placé dans le tronc commun obligatoire. Et qui revient à un système sur le fond des programmes chronologiques, ce qu'on avait un petit peu perdu ces dernières années. Et ça, c'est un souhait de Jean-Michel Blanquer de remettre cet apprentissage dans l'ordre de l'histoire. Oui, mais maintenant, moi, je trouve que le fait de réutiliser le baccalauréat, comme vous disiez tout à l'heure, de réutiliser le baccalauréat comme justement un des critères pour l'entrée dans le supérieur, je trouve que c'est une excellente chose. Pour accompagner des lycéens depuis plus d'une dizaine d'années, je sais que le 3e trimestre est un trimestre qui est très difficile lorsqu'on est éducateur et lorsqu'on est professeur, puisque les terminales attendent le bac qui savent mi-juin, mais entre la fin d'APB ou de Parcoursup et juin, il y avait 3 mois un peu difficiles à occuper. Là maintenant, justement, avec les épreuves de contrôle continu, avec les épreuves de spécialité, on va finalement avoir des données supplémentaires pour que l'enseignement supérieur puisse apprécier, je pense, de manière plus approfondie, de manière plus ciblée, les étudiants. Et je trouve ça excellent. Très bien. Jérémy, quelques réflexions? Oui, quelques réflexions. Alors, certains internautes se montrent sceptiques vis-à-vis de la réforme, mais ils se montrent aussi très sceptiques vis-à-vis du bac en général. Propos ce que nous dit, on donne le bac à tout le monde, les entreprises n'accordent plus aucune valeur au bac. Je transmets leurs commentaires. Sandrine, il y a un vrai diplôme qui a 50 ans. On peut dire que le diplôme avait sa valeur avant. Le bac d'aujourd'hui est comme un brevet. Peut-être la question, c'est est-ce que c'est des données véritables ou est-ce que c'est une sensation que les gens ont? Alors, moi, je peux témoigner, ne serait-ce qu'au sein de mon établissement. Le lycée Stanislas à Paris, le on le lycée rappelle. Stanislas à Paris, en 2003, nous avions 20% de mentions très bien dans nos effectifs. Aujourd'hui, la génération qui a passé son bac en 2018, j'avais 75% de mes élèves qui avaient une mention très bien. Donc voilà, il y a clairement un glissement du baccalauréat vers le haut, où finalement la valeur de la mention est quand même moindre, très clairement. D'ailleurs, c'est un des objectifs de la réforme, c'est qu'il y aura moins de mentions très probablement avec ce bac. On aura moins cette floraison de 70% effectivement de mentions très bien ici, ou même au niveau national, je ne sais plus quel est le pourcentage de mentions très bien, mais il a été multiplié par 10, je crois, en 20 ans. Enfin, c'était assez spectaculaire. Maintenant, ce qui fait la sensation des gens qui considèrent que le bac est donné à tout le monde, c'est qu'effectivement, on a eu une massification de l'enseignement supérieur depuis les années 50. On a beaucoup plus de gens aujourd'hui qui accèdent au niveau du baccalauréat qu'autrefois. Donc, on a des populations qui ont le bac aujourd'hui, qui ne l'avaient pas hier. Samuel Sivé, vous êtes d'accord avec ça? Non, mais dire que le bac est donné à tout le monde, c'est excessif. En fait, les élèves sont formés à un examen. L'examen est ce qu'il est et ils ont un examen qui vaut quelque chose, qui est le sésame pour entrer dans le supérieur. Donc, il a encore une utilité. Ce que je dis, c'est que cette réforme va lui, à mon sens, à notre sens, lui redonner justement une utilité en tant que prenant garde universitaire avec des spécialités plus exigeantes. Et a priori, c'est ce qu'on recherchait. Est-ce que vous avez l'impression, justement, vous représentez les parents d'élèves, d'avoir été consultés pour cette réforme, pour la réflexion qui a été menée, pour trouver la bonne dose oui, nous avons été consultés d'abord pour le rapport Mathieu, ensuite par le ministre quand les propositions allaient commencer à être faites. De notre côté, nous appelions nos voeux de toute façon un passage sur un système de majeur, donc de spécialité. Donc après, tout n'est pas exactement ce qu'on est, mais disons que l'architecture générale nous paraît intéressante, et surtout le fait qu'on utilise les spécialités pour l'orientation, enfin pour les affectations, nous semble important, parce que ça, c'est justement de nature. On parle de bacs qui n'ont pas la même valeur dans tous les établissements, et le fait d'utiliser les notes de spécialité dans les affectations va remettre justement une valeur à ce bac, et celle-là, ce sera la valeur non pas de l'établissement, de l'examen. Alors, petite question subsidiaire. Est-ce que le fait que cette réforme soit labellisée, on va dire, Jean-Michel Blanquer, c'est pas un plus? Est-ce que ça n'aide pas à faire passer un petit peu la pilule, sachant que c'est un ministre plutôt qui recueille des avis assez largement favorables dans l'ensemble de l'opinion et de tous bords politiques sur la pertinence et sur la faisabilité de ce projet? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que
Ça dépend pour qui. Pour les enseignants, non. Je ne pense pas qu'il soit particulièrement apprécié par les enseignants, Jean-Michel Blanquer. Il y a eu quand même un certain nombre de mouvements sociaux récemment. Alors certes, ce n'était pas massif, mais enfin quand même, on a eu une grève, je crois, qui a touché 10 à 15% des enseignants. Il y a 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus. Hein, c'est ça. Il n'a peut-être pas réussi à convaincre tout le monde, mais dans l'ensemble, il inspire une certaine confiance je pense que les parents attendent de voir surtout. C'est-à-dire que sur le papier, tout ça est très intéressant. Et comme on est tous d'accord pour dire que oui, ça va plutôt dans le bon sens. Oui, moi, je ne pense pas que ça soit un bac Blanquer. Hein. Je pense que cette réforme du baccalauréat, elle était appelée de la part de tout le monde. Je pense que si on reprend les programmes de tous les présidentiables il y a 2 ans, ils avaient tous cette réflexion à mener sur la montée dans le supérieur. Donc ça, je pense que là-dessus, il y a un consensus. Pour moi, cette réforme est plutôt bien accompagnée. Ce qui est un peu difficile, c'est le fait qu'elle soit menée rapidement. Et donc, c'est là que ça amène de l'anxiété, de l'inquiétude. Mais pour moi, elle va plutôt sur un rythme qui était de toute façon demandé. Je vous donne un exemple. Le bac actuel, un élève de terminale passait jusqu'à 12, voire 15 épreuves. Même plus, ouais. Selon les options. Là, on va aller vers un resserrement. Donc voilà, de toute façon, il fallait aussi faire un bac qui devienne plus lisible. Oui, voilà. une des critiques qui revient effectivement, c'est le fait qu'on a un changement à la fois des programmes scolaires et de la structure du lycée et du baccalauréat. Il aurait peut-être fallu faire l'un, puis l'autre. Il y avait une nécessité de changer les programmes. Mais en même temps, c'était compliqué de ne pas le faire. Mais c'est vrai que les professeurs s'en plaignent beaucoup. Ils disent les élèves doivent faire des choix sur des disciplines dont ils ne connaissent pas les programmes. Donc c'est quand même pas évident. C'est compliqué. Ouais. En revanche, il y avait quand même une vraie demande, en tout cas de la part des professeurs de matières scientifiques, de rentrer, de refaire des calculs, de refaire des démonstrations, alors que ça avait été quasiment mis de côté dans les programmes du lycée, d'où un fossé entre le lycée et le supérieur. Et souvent, des jeunes découvraient les mathématiques quand ils arrivaient dans le supérieur ou la vraie physique. Donc il y avait un besoin de travailler là-dessus. C'est d'ailleurs un risque de la façon dont va être mise en place la réforme, c'est vers quoi vont se diriger les élèves. Ouais. Et ce que j'entends beaucoup, moi, c'est que la valeur refuge, c'est les mathématiques quand même dans notre société. Hein. C'est la valeur qui permet d'ouvrir toujours pareil. Hein, le maximum de portes. C'est pas pour rien que tout le monde allait en S. Hein, enfin, que la moitié des élèves de filière générale allaient en S jusqu'alors. Et apparemment, ça va certainement être une spécialité qui va être très, très choisie par les élèves. Mais plus exigeante. J'ai entendu que le niveau allait considérablement augmenter pour les mathématiques. Il faut bien imaginer que l'élève qui choisira la spécialité mathématique, ça sera coefficient 16 pour son épreuve de spécialité, et ça sera aussi une des données dans son grand oral. Donc il faudra vraiment qu'il choisisse une spécialité s'il est capable de l'assumer et de l'assumer avec réussite. Alors Jérémy, une autre question. Oui, alors je transmets juste le commentaire d'un internaute qui dit « Je suis professeur en terminale en anglais et j'ai très peur de la place des langues. Comment allons-nous les motiver ?» En revanche, j'avais d'autres internautes qui mentionnaient un autre point. Audrey qui dit « Le problème s'il choisit son parcours dès la classe de seconde, c'est d'avoir ce système de non-retour qui l'empêche de se réorienter si besoin. » Et F. Chevalier nous dit même « Comment un gamin de 16 ans peut savoir ce qu'il veut faire ?» Est-ce que ce n'est pas peut-être un risque qu'une personne se retrouve à avoir choisi la mauvaise voie? Ce qui se passe, c'est qu'on avait insisté pour qu'il y ait des possibilités justement de changement de spécialité dans le cas où des jeunes se rentrent. C'est tout à fait normal à 15, 16, 17 ans de pouvoir changer d'avis. Et aussi dans le supérieur, de ne pas avoir des attendus qui soient totalement stricts et des possibilités. Il y a énormément maintenant de passerelles entre les différentes filières. Donc ça, c'est déjà un risque qu'on avait. On avait plein de jeunes qui se retrouvaient en filière scientifique parce qu'ils avaient, d'ailleurs, qui n'avaient scientifique que le nom, mais ça c'est un autre sujet. D'avoir des jeunes qui avaient choisi S et qui se retrouvaient en déshérence et qui n'arrivaient pas à se réorienter non plus. Et encore pire, ceux qui étaient en filière L, eux n'avaient quasiment aucune chance, qu'il n'y avait aucun passage entre L et ES ou L et S. Là, on a une structure avec un tronc commun quand même assez fort et commun à toutes les spécialités qui devrait permettre des réorientations. François Jubert, oui. C'est aussi un choix qui est progressif entre ce qu'on leur demande en fin de seconde et ce qu'ils vont avoir assumé en première, puis la montée en terminale. Voilà, il y a 3 spécialités, puis 2. Ouais. Et puis finalement, lorsqu'ils vont rentrer dans le supérieur, quand ils rentrent dans le supérieur, il faut qu'ils aient un choix clair et net de la perspective du supérieur. Oui. Il y avait une remarque aussi sur l'inquiétude du prof d'anglais. Oui, tout à fait, qui complète et qui nous dit le problème, c'est qu'il est déjà difficile de les motiver sans les notes, mais sans examen final, ce sera encore plus compliqué. Oui. L'accent sur le culturel les intéresse souvent peu, mais là,
3 petits points. C'est vrai que c'est un des problèmes des matières, des disciplines qui vont être passées au contrôle continu. À un moment donné, les notes s'arrêtent. On sait quel est le contrôle, on sait quelle est sa note au contrôle continu. Il n'y a plus vraiment d'enjeu en fait pour le lycéen à travailler jusqu'à la fin de l'année pour avoir. Comment vont-ils les tenir? C'est vrai qu'en terminale, c'est une question qui se pose beaucoup. Je ne sais pas comment vous allez vous procéder. À date, on n'est pas encore très au clair sur comment se fera l'évaluation du contrôle continu. Ce qui est déjà mis dans les textes, c'est qu'il y aura finalement 3 vagues de contrôle continu, 2 en première, une aux alentours de janvier de l'année de première, un aux alentours d'avril de l'année de première et un en décembre de l'année de terminale. Sur ces disciplines qui passeront au contrôle continu, tel que c'est écrit actuellement, ce sont les disciplines qui ne sont pas évaluées par une épreuve finale. Donc, c'est-à-dire ni le français, ni la philosophie, ni les spécialités. Voilà. Donc, ça veut dire que ce soit l'histoire, géographie, que ce soit les langues, finalement, c'est le cœur du contrôle continu. Et c'est là qu'on attend finalement un peu la livrée de ces attentes. Moi, j'espère de mes voeux que finalement, notamment sur les langues vivantes, il y ait vraiment un renforcement des attentes. Jusqu'à présent, sur l'actuel baccalauréat, il y avait à la fois un test qui valorisait l'écrit, il y avait aussi une valorisation de la compréhension et aussi de l'expression en langue. J'espère que dans la nouvelle mouture du contrôle continu en langue vivante, on maintiendra ces exigences-là, parce que je pense qu'il faut clairement les préparer à la suite, et si on veut les préparer à la suite, il faut qu'il y ait une vraie maîtrise des langues vivantes. Oui. De toute façon, ce genre de réforme, elle va se faire progressivement, les résultats ne seront pas immédiats, au début ça va pas forcément marcher. C'est ce qu'on disait sur les comportements, en fait là au début beaucoup d'élèves vont probablement choisir les mathématiques, mais on verra les vrais résultats à mon sens de cette réforme dans quelques années quand les comportements se seront adaptés non seulement à l'offre et aussi à ce qui est attendu dans le supérieur. Là on va probablement avoir une répétition des filières pendant quelques années, le temps que tout le monde s'adapte. C'est une question, ça aussi, très intéressante. C'est effectivement, d'abord pour les proviseurs, c'est un casse-tête quand même à organiser. Parce que avoir une centaine de spécialités différentes, alors qu'on est là pour les représenter, en l'occurrence. Il n'a pas l'air traumatisé. Et j'ai cru comprendre quand même qu'un certain nombre de proviseurs n'allaient pas trop se casser la tête et effectivement allaient recréer des filières. C'est-à-dire que c'est ça le risque de cette réforme, c'est qu'elle soit déshabillée aussi par la technostructure et qu'on se retrouve finalement avec à nouveau une filière vaguement littéraire, vaguement économique et vaguement scientifique. Et c'est vrai que c'est une spécialité de l'éducation nationale quand même de tout détricoter. Donc on verra. Et ça, c'est une vraie crainte de notre part aussi, parce qu'on a aussi eu des retours de terrain qui faisaient dans certains établissements un choix à peu près libre, donc on ne pourra pas, la liberté totale sera compliquée, mais à peu près libre. Et dans d'autres établissements, on parlait déjà de triplettes imposées, et ça, on ne veut pas recréer les filières, sinon la réforme n'aurait eu aucun sens. Pas moins que ce choix de triplettes, ce choix de combinaison, doit amener finalement un projet du supérieur cohérent. Voilà, sûr. Donc moi je veux bien qu'on fasse rêver les étudiants en leur disant qu'ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Il n'en demeure pas moins que derrière, l'enseignement supérieur aura des vraies attentes. Et d'ailleurs, j'appelle de mes voeux que justement l'enseignement supérieur se positionne clairement et non pas en restant un petit peu vague sur une définition de quelques attendus. Moi, j'aimerais, et je sais que c'est les attentes de mes parents, de mes élèves, que finalement on dise clairement, voilà, si je veux aller en médecine, il faut que j'ai telle spécialité en terminale. Autre changement anecdotique dont on n'a pas eu le temps de parler, c'est ce dont vous parlez dans un article sur le Figaro, Marie-Estelle, c'est la numérisation possible des copies aussi pour le bac, donc qui va corser un petit peu plus la complexité de la chose. On n'a pas le temps de détailler cette question. En tout cas, merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Samuel Sivi, je rappelle que vous êtes porte-parole de la PEP, Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. François Jubert, merci, vous dirigez le lycée Stanislas à Paris, et Marie-Estelle Pêche, journaliste au service Société du Figaro, qu'on retrouve régulièrement dans les colonnes des pages éducation. Merci à tous, merci à Jérémy Pontieux et aux internautes qui ont participé. Merci à l'équipe de préparation de cette émission, l'équipe de réalisation autour de Valérie Ancelin. Tout de suite, vous retrouvez le Talk où Yves Tréhard va recevoir Sébastien Chenu, député du Nord et porte-parole du Rassemblement national. À très vite sur Figaro Live.